Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco, votre rendez-vous déco 100% web que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Et tout de suite, le programme du jour. Cette semaine, je vous emmène dans le Nord et plus précisément à Tourcoing pour vous faire découvrir un duo de choc de designers, j'ai nommé KNGB. Petite halte à Paris pour pousser les portes de chez Josiane Assman, mon acolyte sur Teva Déco, mais avant tout un personnage haut en couleur. Pour finir, direction Roubaix pour vous faire visiter un lieu hors du temps, le musée La Piscine en compagnie de Bruno Godichon. Gary et Natacha, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. On se connaît depuis le tout début de l'aventure KNGB, je crois. Ouais, c'est 2015. 2015, c'est ouais. Ça. Ça fait 6 ans. 6 ans déjà, Ouais. ça passe vite. C'est clair. Mais alors vous, votre histoire, elle commence avant. On s'est rencontrés à Milan, où on a étudié, on a été étudié à l'Académie de Brera. Là-bas, on a travaillé pour Polyform, donc, qui est une grande maison de design. Ouais. On est revenu ici après les études et après cette première expérience pour se lancer justement dans la création de notre propre marque KNGB. Polyform, je crois, vous a demandé une mission bien particulière qui était autour de la lumière. C'est ça, ouais. En fait, on était au bureau style à Inverigo qui est pas loin de Com, et en fait, on faisait les sets photographiques en fait avec eux et on choisissait tout ce que Polyform ne fabriquait pas. Donc les luminaires, les tapis, les accessoires en fait de décoration. Et forcément, à force d'avoir cherché 300 lampes différentes, 300-400, on s'est dit on aimerait nous en fait créer notre propre collection avec les codes qu'on a appris en Italie, donc les codes de la mode, du cuir, du bois, du bienfait en fait, des finitions parfaites. Alors il y a une particularité aussi chez KNGB, c'est les matériaux utilisés, Ouais. qu'on voit très peu en fait dans les luminaires. Donc c'est essentiellement le bois. Du chêne du coup, de la région en fait, Polyform justement à chaque fois il nous parlait du chêne de qualité qu'on a en France et surtout dans le nord de la France, les Ardennes. On a voulu aussi exploiter ce beau matériau qui est fait ici et traité aussi par des artisans de la région, donc du chêne massif. Ensuite on a du cuir qui est normalement pour la maroquinerie ou les sacs de luxe, les accessoires de mode. Et c'est ces détails-là qu'on a voulu apporter à notre collection. Et ensuite, on a de la flanelle de Casamance, une marque qui est aussi du nord de Willems. Et ça nous tenait à cœur en fait, d'utiliser des matières de la région, quoi. Mais c'est ça, il y a un vrai attachement à cette région qui est le Nord, donc aussi bien professionnel que personnel, puisque vous y vivez aussi. D'ailleurs, on est ici chez vous. Hein. KNGB, donc c'est en 2014. Et le premier modèle, c'est quoi? C'est le lampadaire. Ouais, c'est le lampadaire. On voulait faire une pièce qui se voit. En fait, on s'est dit, dans tous les cas, pour se faire connaître, on va faire des salons. Et on ne pouvait pas commencer avec une petite lampe. Bah oui, non, c'est clair que là, vous avez dit, bien misé, là, on la voit. On la voit pas bien, de souci. Qu'on puisse la reconnaître quand on dessine quelque chose sans cahier des charges, parce que c'est nous qui avons c'est nous qui avons dit on fait cette collection. Donc on s'est dit est-ce que le public va être réceptif ouais, à ce design qui est vraiment pas commun. Et après le lampadaire, du coup, il y a d'autres créations qui ont vu le jour. Ouais. Une lampe à poser, je crois que c'est ça, c'est la deuxième. C'est ça, ouais, la deuxième. Bah, vraiment, pour le coup, on passe du lampadaire de 2 mètres de haut à la version 25 cm, toute petite, comme une baladeuse en fait, comme un projecteur, issu un peu du design d'un projecteur de chantier, mais remis à la sauce KNGB avec une lanière gravée au laser, un variateur derrière, un enrouleur de câbles, donc quelque chose d'hyper soigné, quoi. Mais est-ce qu'avec cette lampe à poser, il y avait la volonté aussi de peut-être rentrer plus facilement chez les gens, chez les particuliers? Moi j'ai une formation de designer et Natacha de scénographe. Quand tu es designer, l'objet, moi j'aime bien travailler sur un petit objet. Un grand, c'est pas pareil en fait. On voit plus les détails sur un petit objet, on peut le tourner, le prendre en main. Alors Gary, tu parlais de vos formations, donc designer, scénographe. Comment vous répartissez les choses aujourd'hui? Je dessine les futurs designs et Natacha vient toujours peaufiner en fait chaque design dans les finitions, dans les matières. Donc en fait, moi j'ai le côté brut et Natacha elle vient. C'est l'inspecteur des travaux finis, Natacha, c'est ça. Elle vient tout arrondir. Bon, ça c'est trop grand, fais le plus petit. Et vraiment Natacha c'est le détail en fait qui fait que l'objet après est parfait, quoi. Bah, c'est une belle collaboration surtout. Ouais, tout à fait. C'était important pour moi que vous me donniez cette chance de venir ici. Alors moi j'ai déjà fait des articles sur le blog. On a déjà parlé de cette
appartement, loft. Il n'y avait pas que ce niveau-là qui était créé. Après, il a fallu imaginer tous les étages, les niveaux, ouvrir là-haut pour aller sur le toit en fait. D'accord. Et avoir la terrasse. Et là, on va au-delà de vos compétences, si je puis dire, de base. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est designer qu'on peut forcément se projeter ou dans l'architecture. Les escaliers, ils ont une histoire aussi. Oui, tout à fait. On l'a dessiné pour avoir quelque chose d'assez minimaliste, de juste une marche en métal, une épaisseur d'1 centimètre, sans bois, et on a cherché un fabricant, donc un artisan à Tourcoing. Donc c'est vraiment un escalier unique et qui est fait pour ici, quoi. 3 étages, et donc c'est l'élément central en fait du loft. Alors beaucoup de métal. Ouais. Mais pas beaucoup de bois. Quand on s'est installé ensemble avec Natacha, on a commencé à acheter des chaises forcément de designer, et une à la fois, et on s'est dit on prend une couleur, le noir, et en fait comme ça chaque pièce suivra. Et alors vous parliez de ligne noire, moi il y a cette sculpture au mur qui m'interpelle depuis tout à l'heure. C'est le plan du métro de Milan, donc en fait où on s'est rencontrés et on a fait nos études. Et donc la ligne qui est en bois, c'est la ligne qu'on utilisait le plus en fait, où on a habité, où on a travaillé et où on a étudié en fait. Donc les arrêts fétiches. Voilà, en fait, nos arrêts fétiches. C'est un modèle unique qu'on a réalisé que pour nous, et il y a que nous qui savons l'histoire de cette sculpture. Maintenant vous êtes tout seul, désolé. Et puis deuxième modèle unique, voilà. On a le petit bout qui dort paisiblement. Parce que vous vous êtes lancé quand même depuis des défis. Vous avez refait un hôtel entièrement. On a pris comme exemple notre maison. On s'est dit, on a su partir d'un plateau brut et arriver à un produit fini. On sait se projeter, et on y était, puis du coup ils nous ont fait confiance, et on a décoré un hôtel entier, 48 chambres, le restaurant, le bar, on a dessiné tous les éléments sur mesure. Et les luminaires. Ouais, et les luminaires KNGB qui sont dans chaque chambre. Et toujours avec notre ADN, on a travaillé à peu près avec 70% des matières et d'artisans de la région pour l'hôtel. Tu as bien dû t'amuser aussi, toi, Natacha, avec ton œil stylistique. Oui, voilà, c'est ça, les couleurs, les tissus qui sont utilisés, après la scénographie de la pièce principale. Vous êtes prêts à relever tous les défis, quoi. Ouais, c'est clair. Bon. À 2, ouais. À 2, à 3. À 3 maintenant, oui. J'avais vraiment envie de faire cette émission avec toi parce que je trouve que tu es un personnage à part entière. Je te l'ai souvent dit. Et donc l'idée c'était de savoir qui est Josiane Assmann. Ah ouais, je suis pas sûre de pouvoir te répondre. Moi à la base j'ai fait une école de commerce. Donc je n'ai pas fait d'école de journalisme, je n'ai pas fait d'école d'art ni d'école de mode. Après j'ai commencé dans la banque. J'avais des jolis tailleurs bien coupés et tout. Et puis un jour c'était une belle vie, mais en fait c'était pas la vie qui me correspondait. Donc je suis partie, j'ai démissionné le jour de mon anniversaire. Et c'est le meilleur cadeau que je me suis fait dans ma vie d'ailleurs. J'avais envie d'écrire et je me suis dit en fait il faut que je sois ça plus tard, il faut que ça fasse vraiment partie de ma vie. Et après je suis rentrée dans la boîte de prod de Sandrine Dominguez à l'édito. Il se trouve qu'un jour la prod cherchait une chroniqueuse. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai levé la main dans le bureau. Et j'ai passé le casting il y avait d'autres candidates et j'ai été prise. À chaque fois toutes les chroniques c'était moi qui les écrivais. Donc je faisais vraiment tout le script. Je dis parce que souvent les gens ils disent on a l'impression que vous débarquez et que vous faites l'émission en direct et que vous découvrez. Moi j'ai beaucoup apprécié ta rentrée dans l'équipe. Tu nous faisais découvrir vraiment des univers, des modes de vie. Alors au début je m'en souviens, moi dès que t'aimais un truc, d'ailleurs... c'est le baromètre. C'est-à-dire si t'aimes, je sais que moi en général je vais pas aimer, et si moi j'aime, je sais que toi tu vas détester. Ouais. Que ce soit la déco, la mode et tout, il faut jamais rester dans le j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire ça devrait même pas être une question. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est la créativité qu'il y a derrière, c'est quel matériau, c'est pourquoi ça t'attire en termes de sensations, de couleurs, de motifs, qu'est-ce que ça te rappelle, qu'est-ce que ça évoque. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Des pièces qui sont chinées essentiellement? Ah non, pas du tout, c'est un mix. Il y a de l'ancien et du neuf. Et ce qui est drôle, c'est que
à chaque fois, les gens se trompent, c'est-à-dire quand ils me disent ça c'est chiné, ben en fait c'est une pièce neuve. D'accord. Et quand ils me disent ah bah ça c'est neuf, et ben en fait c'est vieux, c'est de la brocante quoi. Le plus important pour moi c'est que ça soit accessible. Je veux pas mettre des 1000 et des 100 dans de la déco parce que je trouve qu'il y a des choses plus importantes que des objets. Et donc la contrainte ici c'était que ce qu'on achète ne coûte pas cher, que ça nous plaise à tous les deux parce que donc je vis avec mon amoureux et on a des goûts également opposés. D'accord. Enfin, moi j'aime bien être avec des gens opposés en fait. Ça crée du me plaît. dialogue en même temps. Ah bah ça oui, on s'amuse bien. Nous, quand on s'est rencontrés, tu avais une volonté d'écrire un livre, déjà. Oui. Tu voulais écrire un livre, mais alors, quand tu m'en parlais, tu avais les yeux qui pétillaient comme ça, et tu me parlais de faire un livre scrapbooking. Je voulais faire un scrapbook sur l'entrepreneuriat féminin pour montrer comment on pouvait entreprendre à sa façon, créer les projets et la vie qu'on voulait à partir de pas grand-chose et de manière imagée et rigolote. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, si c'est trop compliqué, peut-être qu'il faudrait que je fasse un livre juste avec des mots déjà. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon livre Les Fleurs de l'âge, chez Flammarion, qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. J'allais beaucoup dans les clubs de lecture. Il y avait vraiment que des retraités. J'ai découvert des gens qui avaient une telle vivacité, qui avaient tellement d'amour, d'humour, de projets et tout, que je me suis dit, mais ces personnes qui ont plus de 70 ans, ils sont plus jeunes dans leur tête que des gens que je fréquente qui ont 30 ans. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Jackie, qui est devenue ma copine, qui a plus de 70 ans, qui elle est une ancienne prof et qui continue à faire des conférences sur les femmes rebelles, sur plein de choses. En me racontant sa vie, je me suis dit, il faut que je parte à la recherche d'autres femmes comme elle, de plus de 50 ans, qui se réinventent pour montrer que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient périmé. Donc, je me suis lancée dans cette enquête et donc j'ai interrogé des femmes entre 50 et 101 ans. Ah oui. Qui cassent la baraque. Ce livre, après, il vit d'autres façons, puisqu'il fait l'objet d'une expo. En fait, j'en ai parlé à une femme qui s'appelle Sandrine Alouf. Elle a ouvert un lieu qui s'appelle L'Œil Bleu, qui est une galerie dans le Marais. Et en fait, elle a lu le livre, elle m'a dit « mais c'est super, il faut qu'on fasse une expo là-dessus ». Donc en fait, on a demandé à plein de créatrices différentes de créer à partir des thématiques du livre, en faisant sur le support qu'elles veulent. Madame de Pompadour excelled at an art which the majority of human beings thoroughly despise, because it is unprofitable and ephemeral, the art of living. Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a inspiré, qui t'a guidé plus qu'un autre ? Alors, il y en a plein. Récemment, j'ai lu la biographie de la vicomtesse Marie-Laure de Noailles. Elle est née en 1902. Elle est morte en 1970, donc elle a vu tout le siècle passé. Elle s'est intéressée aux nouveautés. Elle adorait par exemple les Rolling Stones, tu vois. Elle adorait mai 68, alors qu'elle aurait pu finir vieille bique. On lui doit énormément, c'est-à-dire que sans elle, il n'y a pas Jean Cocteau, il n'y a pas les surréalistes, il n'y a pas Dali, il n'y a pas tout le monde en fait. J'aime bien aussi faire des collages dans des carnets. Alors ça par exemple, c'est des textes passages de la biographie de Marie-Laure de Noailles, qui était vraiment rocambolesque. Zen von Furstenberg, elle a 74 ans et c'est une grosse badass. Hein. Elle est incroyable. Voilà, ça typiquement c'est exactement le genre de femme qui m'inspire. Merci beaucoup en tout cas pour cette confidence. Merci et puis, à toi. alors avant de partir quand même, il y a un truc incroyable chez toi, c'est ton look. Ah oui. Tu me ferais pas un petit défilé là ? Ah bah je te fais un défilé comme quand ça. tu veux. Ouais, ah bah écoute, vas-y, je tourne, je suis prête. Madame de Pompadour's rule. J'adore ça. Ouais. Tu le kiffes, hein ? Ah j'adore clapper. Maintenant je me fais un petit clap. Devant la glace. Allez, première. Nobody may join the society. Bonjour Bruno. Bonjour, Merci beaucoup de m'accueillir ici plaisir. à la piscine, ce lieu culte.
Jean Lebas, qui va être, on peut dire, quand même le grand maire du XXe siècle, qui sera maire sans interruption de 1911 à sa mort en déportation en 1944. Lebas confie à Albert Barre de réaliser la plus belle piscine de France. Petit projet qui en met lourd sur les épaules de l'architecte. Cette piscine qui a vraiment une vocation prophylactique, c'est-à-dire que c'est un endroit qui apporte la propreté à une population qui vit dans des logements qui n'ont absolument aucun point d'eau. Le jour de l'inauguration, en octobre 1932, dans son discours, Lebas dit que c'est sans doute même, si pas la plus belle, en tout cas une des plus belles d'Europe. Et effectivement, assez rapidement, elle va être, dans la littérature professionnelle d'architecture, considérée comme une des plus importantes d'Europe. Ce qui est déjà tout à fait exceptionnel, c'est le bassin de 50 mètres, qui est très rare à l'époque. La plupart des piscines font 25 mètres. Albert Barre va multiplier dans le bâtiment les éléments symboliques que le Roubaisien ne va pas forcément percevoir de façon claire, mais qui en tout cas confèrent au lieu une magie, une théâtralité tout à fait exceptionnelle. Le plan de la piscine est calqué sur celui des abbayes cisterciennes. Alors c'est une nécessité technique pour aller chercher de la lumière avec un jardin central en cœur d'îlot. Très rapidement, le lieu va connaître un succès populaire absolument extraordinaire. Il est dans une époque où ce qui rythme la vie, le quotidien des Roubaisiens, c'est le travail à l'usine, avec tout le côté pénible du travail dans le textile, notamment ces ambiances humides très, très lourdes, et puis peu d'échappatoires avec un habitat ouvrier absolument monstrueux. Ça va rester dans le cœur des Roubaisiens un souvenir d'enfance et d'adolescence. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la parenthèse enchantée dans sa semaine, quand on vient soit pour aller se laver dans les salles de bain, soit encore plus pour venir dans ce qui correspond à l'église dans le plan idéal de l'abbaye cistercienne. Et donc notamment ces deux grandes verrières du soleil couchant et du soleil levant qui sont factices puisque cette grande salle n'est pas orientée. Donc on a l'impression d'avoir un endroit où le soleil arrive le matin et où il repartirait le soir. C'est artificiel, mais ça joue énormément. Cet équipement est le seul qui soit présent dans la mémoire de toutes les couches de la population. Les enfants du patronat viennent à la piscine, ils y ont le club de water-polo. Et les enfants des courées, ils viennent soit avec l'école, soit en famille le week-end, ou le soir après l'usine ou après l'école. Enfin voilà, tout le monde y a droit et tout le monde y est passé. Et là, en novembre 1985, l'entreprise qui était chargée de la maintenance alerte la ville sur les dangers de structure de la voûte. C'est la seule solution, au moins à titre provisoire. De fermer le lieu pour préserver les Roubaisiens. Qu'on est là, en 1985, à une époque où toute la ville est en train de s'effondrer. Fin 1989, le conservateur du musée de Roubaix, qui était un musée fantôme depuis la guerre, vous savez, dans la vie comme ça, il faut saisir les opportunités. Il y avait la question du bâtiment de la piscine, il y avait la question du musée. Évidemment, les deux problèmes ont fait une solution. La ville va se prononcer pour le projet au début de 1990, lancer le concours d'architectes en 1993. Il va être emporté par Jean-Paul Philippon, qui avait dans ses références le musée d'Orsay, qui pesait sans doute sur le jury. Et on a retrouvé, ce qui n'était pas si évident, cette unanimité sociale autour du lieu auquel étaient restées attachées toutes les couches de la population. L'élément principal, avant toute chose, c'est le plaisir. Et surtout, si vous voulez construire un public pour demain, il ne faut pas bloquer les gens en leur laissant pour l'éternité le souvenir d'un pince-homme avec un vieux conservateur qui leur débite l'histoire du musée. Le principe du travail avec les jeunes publics ici, c'est de placer l'enfant comme acteur dans sa découverte du musée. Que maintenant, on a 6 ateliers de pratique artistique, ce qui, je crois, est un cas assez unique dans les musées français. Vous mélangez aussi les arts appliqués. On a plusieurs étages, toutes les œuvres sont ouvertes les unes sur les autres. Cette idée de faire dialoguer le textile, la céramique, la peinture, la sculpture, la gravure, y compris le spectacle vivant, les défilés de mode, etc., c'est un élément fondateur du musée. C'est vraiment un élément programmatique. Dans le projet d'Albert Barre, de l'architecte en 1932, il y avait ce côté déambulatoire important avec des perspectives qui vous faisaient passer de la rue intérieure à l'entrée dans les
cabines, l'idée de passer par ce couloir des cabines, etc. C'est un élément avec des points de vue importants qu'on a préservés. Et quand on est dans une section, c'est toujours important qu'on voit la suite et que ce ne soit pas contraint. Voilà. Ce lieu a bientôt du coup 20 ans, une toute jeune demoiselle. Voilà, on fêtera le 20 octobre. Effectivement, c'est 20 ans, en profitant de l'exceptionnelle exposition Javlensky qu'on organise avec Madrid et Marseille et qui sera présentée chez nous de novembre à février. Beaucoup d'émotions dans ce lieu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère revenir en octobre pour fêter on vous les attend. 20 ans du musée. On vous réserve une part du gâteau. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver toutes les émissions sur mes réseaux sociaux et sur le blog. Vous trouverez également en commentaire de cette vidéo le nom de tous les participants et de mes partenaires. Je vous dis encore merci et à très bientôt.